I have long believed that a society that stops exploring is a society that stops progressing. This program is the bridge to the future for human spaceflight. What happened in this last year is truly phenomenal. The space station today is the largest and most capable space station ever flown. Liftoff of the Soyuz rocket, beginning the first expedition to the International Space Station and setting the stage for permanent human presence in space. Human presence in space. Human presence in space. Presence in space. In space. In space. Bonsoir à tous, merci d'être là malgré l'heure tardive. Alors, en plein dans le concret, mais c'est quand même, j'espère pouvoir vous montrer que ces exemples, c'est justement aller de la physique théorique jusqu'à, disons, porter un projet, un sujet de la physique théorique avec des problèmes théoriques, mais qui trouvent leurs racines dans le réel, et arriver finalement à pouvoir donner même des conseils ou aider les gens qui prennent des décisions. Donc c'est finalement une chose un peu bizarre, mais c'est la physique théorique qui part du réel et qui revient. Donc c'est pas aussi concret qu'on peut l'imaginer, mais je pense que finalement on peut sur les réseaux surtout arriver à pouvoir aider les gens qui prennent les décisions. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, ce soir, je vais essayer de parler en 45 minutes des réseaux, donc les définir, vous donner quelques exemples de réseaux, ça donnera l'occasion de montrer quelques belles images, et surtout, comment on peut les caractériser. Et en fait, en les caractérisant, on va s'apercevoir qu'il y a deux grandes familles de réseaux. Et c'est ça qu'il faudra retenir, en fait. Et en particulier, la grande famille qu'on a découvert depuis 10 ans, là, finalement en 99-2000, les réseaux sans échelle, qui sont un peu partout. Et leur structure, en fait, impacte énormément de choses. De la propagation d'épidémies, aux moteurs de recherche, etc. Alors, c'est de ça dont je vais parler dans une deuxième partie, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura défini, on aura compris un peu quelles sont ces deux grandes familles de réseaux, on va voir qu'est-ce qui se passe sur ces réseaux, et si j'ai le temps, j'espère que je pourrai parler des épidémies, comment elles se propagent, etc. Alors, pour être sûr qu'on parle de la même chose, un réseau, en fait, c'est un mot, on pourrait dire graphe. En fait, certains bouquins de maths font un peu la distinction entre réseau et graphe, mais finalement, c'est complètement passé. Un réseau, c'est ce qu'on appelle en maths un graphe, et donc c'est simplement un ensemble de nœuds, qui peuvent être n'importe quoi, comme on le verra, qui sont connectés par des liens. Donc là, je vous ai donné un exemple où on a 8 nœuds et 9 liens. Donc c'est un réseau, c'est un petit graphe. Alors il peut y en avoir des grands, des petits, il peut y en avoir de toutes sortes, et les liens... Alors pardon, avant de venir aux liens, alors c'est évidemment, là dit comme ça, c'est quelque chose de très général, très abstrait. Et c'est un peu la force des réseaux, c'est que c'est une définition tellement simple qu'en réfléchissant un petit peu, on peut les voir un peu partout. Alors, je ne parlerai pas de tout un tas de nuances, mais il faut avoir à l'esprit qu'on peut habiller un peu ce graphe tout nu, en particulier les liens peuvent avoir une direction. Si vous imaginez les rues dans une ville, il y a des sens interdits, donc on peut aller que dans un sens. En plus, les liens peuvent avoir un poids. Imaginez par exemple que les nœuds sont des aéroports et les liens sont les lignes aériennes. Donc le poids naturel, c'est le nombre de passagers, par exemple. Et ça, c'est évidemment une information très importante. Donc on peut habiller le graphe de tout un tas de niveaux, de couches de complexité, mais à la base, le réseau ou le graphe, c'est un ensemble de points et un ensemble de liens. Alors, juste pour... comme c'est quelque chose qui n'est pas très très connu, surtout ces 10 dernières années, je voulais faire juste un petit point d'histoire sur qui a travaillé sur les graphes et les réseaux. Alors évidemment, on cite toujours Euler, qui est à la base de la théorie des graphes, avec le problème des 7 ponts de Königsberg, donc c'est un problème classique. Alors ça, c'est dès le XVIIIe siècle. Depuis...
beaucoup de mathématiciens ont travaillé sur la théorie des graphes et finalement ça a été beaucoup utilisé par les ingénieurs pour des problèmes d'optimisation par exemple, et finalement les sociologues se sont emparés. Donc il y a toute une partie de la sociologie mathématique qui a étudié les réseaux sociaux, et ça c'était vraiment très très actif jusqu'à 1999-2000 en fait. Alors ce qui s'est passé, il y a une petite révolution en 1999, 98, 99, et qui a continué finalement qui continue jusqu'à maintenant. Watts et Strogatz, deux physiciens, ont fait des mesures, proposé un petit modèle sur ce qu'on appelle les petits mondes, j'en parlerai dans 5 minutes, et par la suite, deux autres physiciens, Barabasi et Albert, ont fait des mesures sur d'autres réseaux et ont trouvé ces réseaux sans échelle. Et ça, vraiment, ça a perturbé tout le petit monde qui bossait sur les réseaux. Et ça a relancé un peu les recherches sur ce sujet qui était vraiment cantonné à un petit nombre d'experts. Et depuis, c'est un réel effort interdisciplinaire. Donc, les réseaux ont transpiré dans toutes les disciplines, donc évidemment sociologie, mais l'épidémiologie assez naturellement, les sciences de la communication, on verra ça dans 5 minutes, avec Internet et le web, c'est vraiment naturel. Peut-être de manière plus surprenante dans l'urbanisme aussi, dans la formation et l'évolution des réseaux de transport. Donc comprendre comment un réseau de transport évolue, c'est comprendre une facette de l'évolution des villes. Et donc c'est vraiment un sujet qui est devenu énorme et qui a traversé toutes les disciplines. Alors, juste un petit point, c'est pourquoi des physiciens. Finalement, c'était un peu naturel, c'est que ces réseaux qu'on va voir, qu'on appelle complexes, parce qu'ils ne sont pas aussi simples que ce qu'on avait l'habitude de voir, sont en plus très très grands. Donc quand vous avez un graphe avec 1 million de nœuds, il faut le caractériser, et la caractérisation est typiquement statistique. Et de plus, la formation de ces réseaux fait souvent appel à plein de petits processus microscopiques, disons, et ce qu'on voit finalement, c'est l'émergence de propriétés à grande échelle. Et le passage, je pense que vous avez entendu parler de ça toute la journée, mais le passage donc de petites actions microscopiques à un comportement à grande échelle, c'est vraiment le cœur de l'émergence, et c'était un sujet de travail de la physique statistique et de la physique théorique jusqu'à récemment, jusqu'à 1970-80. Donc c'est un peu naturellement que les physiciens en sont arrivés à travailler sur les réseaux. Alors, ces réseaux, on les retrouve partout. Alors ici, c'est juste un dessin. La biologie, je vais vous montrer quelques exemples. L'écologie aussi, les technologies de l'information, etc. Donc je vais commencer par vous faire une petite liste d'exemples. Les réseaux sociaux. Alors évidemment, les réseaux sociaux, c'est important. Alors c'est important pour plein de raisons. C'est-à-dire que, tout d'abord, les réseaux sociaux sont le support de propagation des maladies infectieuses. Donc les maladies infectieuses se propagent parce que les individus ont un contact avec les uns avec les autres et en plus voyagent, ce qui permet à l'épidémie de se propager. Donc pour comprendre comment une épidémie se propage, il faut comprendre la structure des réseaux sociaux. Évidemment, il y a d'autres phénomènes comme la propagation de rumeurs, la formation d'opinions, etc. Tous ces phénomènes ont lieu sur des réseaux sociaux et il faut du coup comprendre la structure de ces réseaux pour essayer de comprendre ces phénomènes. Alors, c'est aussi un peu la raison pour laquelle les sociologues ont un peu, qui travaillaient sur les réseaux, ont un peu pas vraiment beaucoup avancé jusqu'à 1999-2000, c'est que finalement on a eu que très récemment des données sur ces réseaux. C'était quelque chose de très compliqué d'avoir des données sur les réseaux sociaux. Donc en particulier, les sociologues, quand il y avait des tremblements de terre, par exemple au Mexique ou ailleurs, allaient sur place et demandaient au hasard à des gens, connaissez-vous quelqu'un qui a subi le tremblement de terre, etc. Donc dans l'espoir de reconstruire des liens entre personnes, etc. Donc c'est très compliqué. Et évidemment, depuis qu'on a alors Internet, évidemment, mais plus récemment les téléphones mobiles, géolocalisés, etc., on a beaucoup plus d'informations sur la structure des réseaux sociaux, ce qui a permis d'avancer dans pas mal de domaines. Alors, évidemment, il y a le fameux Facebook. Ici, c'est une jolie image produite par Facebook. Hein. Donc là, c'est simplement, vous voyez peut-être pas très bien, mais ça, on voit donc des liens entre des points. Alors c'est agrégé sur les villes. C'est pas un lien, c'est pas entre deux personnes, c'est de ville à ville où on fait la somme sur tous les gens qui se connaissent entre plusieurs villes. Donc c'est évidemment un réseau mondial.
Et les nœuds sont les individus. Et là, c'est un réseau social qui n'est pas ambigu, puisque deux individus sont amis ou pas, selon Facebook. Mais on a un lien qui est défini sans ambiguïté. Alors, un autre réseau social, disons, qui a été beaucoup étudié, et peut-être pour une mauvaise raison, c'est le réseau des acteurs. Le réseau des acteurs, en fait, les gens l'ont beaucoup étudié parce qu'on a toutes les données disponibles. Et il y a un site où il y a absolument tout. Il y a tous les acteurs, tous les films qu'ils ont joués, etc. Donc c'était finalement assez facile d'étudier ce réseau. Et la définition de ce réseau, c'est que les nœuds sont les acteurs, et on met un lien entre deux acteurs s'ils ont joué dans le même film. Donc, par exemple, aux États-Unis, il y avait un fameux jeu qui s'appelait le Kevin Bacon Game, qui correspondait à trouver finalement le plus court chemin entre un acteur quelconque et Kevin Bacon. Juste pour illustrer ça, on peut se demander, par exemple, quelle est la distance entre ces deux acteurs. Et finalement, moi je ne l'aurais pas trouvé comme ça. En fait, la distance est de 2, parce que Ava Gardner a joué avec John Carradine dans un film en 77, et ce même John Carradine avait joué avec Groucho Marx en 57. Donc ici, la distance entre ces deux nœuds est de 2, c'est-à-dire qu'il faut faire 2 sauts pour aller de l'un à l'autre. Donc c'est une espèce de caricature, disons, de réseau social, mais il a vraiment été beaucoup étudié, et ça donnait pas mal d'idées parce que les datas étaient disponibles. Un autre exemple de réseau social qui peut faire peur à pas mal de parents, c'est un réseau de flirt. Alors, je ne sais pas comment ils ont eu ces données exactement, mais c'est dans un lycée au Michigan. Donc les petits points bleus sont les garçons, les petits points rouges sont les filles. Donc c'est un réseau un peu particulier parce qu'on a 2 types de nœuds, et il y a un lien quand ils ont flirté ensemble. Donc je ne sais pas si vous voyez là à gauche, là il y a un garçon assez chanceux. Et bon, en tout cas, c'est un peu inquiétant parce que il y a une boucle, il y a une grande boucle, et en fait, on imagine bien, on comprend bien qu'avec ce type de garçon là à gauche et ce genre de boucle, une épidémie va facilement se propager quand même. Et donc là, on voit bien que la connaissance du réseau social est vraiment importante pour la propagation, comprendre la propagation d'épidémies. Alors, je continue un peu ce catalogue, mais maintenant, dans les technologies de l'information, on ne peut pas louper, il y a des exemples là aussi très importants de réseaux. Il y a évidemment Internet et le web. Et comprendre Internet et le web, ça permet d'arrêter les virus, ça permet de comprendre tout un tas de choses. Et c'est vraiment des réseaux qui sont maintenant à la base de nos sociétés modernes. Alors, je vais commencer par Internet. Alors, Internet, ce n'est pas le web, c'est la couche physique. En fait, c'est les ordinateurs, c'est les serveurs, les routeurs, les machines et les câbles. Donc, en fait, Internet est un réseau physique, donc qui est régi par les lois, qui vit dans l'espace. Donc, les nœuds sont des serveurs, disons. Donc chez vous, par exemple, le petit modem, ensuite le fournisseur d'accès qui lui-même relie un serveur, etc. Donc il y a quelque part aux États-Unis une dizaine de serveurs qui tiennent à peu près tout Internet. Donc Internet, c'est la couche physique, et c'est vraiment un réseau qui est en constante évolution. Donc en fait, il y a tout un je n'ai pas le temps d'en parler ici tout en détail, mais il y a toute une communauté qui essaye de cartographier Internet. Parce qu'en fait, Internet n'est pas vraiment connu, on ne peut pas le mesurer comme ça. Il évolue continuellement, les propriétés sont très hétérogènes, chacun ajoute son petit truc dans son coin, son ordinateur. Donc il y a des projets énormes, il y a tout un tas de projets en Europe et aux États-Unis qui consistent à essayer de cartographier, de faire une carte d'Internet. Alors je vais vous montrer quelques images pour vous montrer ce que ça donne. Ça donne par exemple des choses comme ça. Alors, en fait, les différentes couleurs correspondent à différents domaines. On peut essayer de classer un peu les serveurs, etc., en domaines. Donc, les différentes couleurs correspondent à différents domaines. Donc, c'est assez joli, c'est assez marrant. Ça ressemble à une espèce de circuit neuronal. Et un problème, en passant, qui est très important, c'est comment visualiser un très grand graphe. Donc, il y a aussi des gens qui s'intéressent à la visualisation de très grands réseaux. Comment on peut visualiser ça de manière à ce que ça donne une information utile. Et ça, c'est un sujet aussi très actif. Une autre carte d'Internet, où ici, la luminosité est une fonction du degré. On y viendra tout de suite, mais comment les nœuds sont connectés. Donc plus ils sont connectés, plus ils sont clairs.
Donc vous voyez, il y a plein de jolies images comme ça, vous pouvez regarder sur Internet, il y a plein d'images. Alors, le web, c'est pas Internet. Une fois que vous avez Internet, vous en faites rien finalement. C'est une espèce de réseau d'ordinateurs qui contient tout un tas d'informations. Il faut organiser cette information, et ce qui permet d'organiser ça et de faire des recherches, etc., c'est ce qu'on appelle le web. Et le web, c'est donc un ensemble d'hyperliens. Alors cette fois-ci, les nœuds, ce sont des sites web, disons, des URL, enfin bon, des sites web. Et le lien, il y a un lien entre deux sites quand un site envoie vers l'autre. Donc, par exemple, si vous avez un site web et que vous donnez l'adresse du site de Florence, ça crée un lien. Et c'est le problème aussi, comme Internet, on ne connaît pas sa structure ou très mal. Là, c'est juste en bleu, par exemple, c'est le nombre de sites. Alors, rouge, c'est ceux qui sont actifs, mais bon, peu importe, regardez, en bleu jusqu'à 2011, ici, février 2011, on en est à peu près à 286 millions de sites. Et donc, en documents, en pages, on est largement au-dessus du milliard. Et ça, c'est quelque chose qui croît de manière... Donc il y a ces deux réseaux, Internet et Web, qu'il faut bien comprendre. Alors je vais finir par des exemples rapides en biologie. Alors évidemment, il y a un gros problème en biologie, c'est extraire une information utile à partir de la masse de données. Donc là, je ne suis pas un expert, mais il est très clair que le génome ou d'autres choses, on a une masse de données, il faut arriver à en extraire de l'information. Et parfois, cette information est sous forme de réseau. Donc pour un physicien des réseaux, c'est intéressant, une espèce de gros réseau. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut extraire d'informations utiles? Et je vais donner tout de suite un exemple. Il y a aussi, comme réseau important, les écosystèmes qu'on peut représenter sous forme de réseau. Et là, le problème important qui se pose, c'est quand est-ce qu'un écosystème est stable? La question qui est, si j'enlève telle espèce ou si telle espèce meurt dans un écosystème, qu'est-ce qui va se passer? Alors bon, je peux vous dire tout de suite, même si je ne suis pas un expert en écologie théorique, c'est que pour l'instant, on n'en sait rien. Il n'y a aucun modèle théorique qui tienne vraiment la route. Donc je vais vous donner un exemple ici. Alors c'est ce qu'on appelle un réseau trophique. Les nœuds, alors en anglais c'est food web. Les nœuds, c'est des espèces, en gros, et le lien, c'est se nourrit d'eux. Donc il y a une flèche entre l'espèce A et l'espèce B, par exemple de A vers B, si A se nourrit de B. Alors, en général, les réseaux trophiques sont organisés en plusieurs couches qui vont des choses comme le plancton, etc. Et l'énergie, ensuite, qui vient du soleil, qui passe par donc, ces organismes microscopiques, remonte de plus en plus, en général, vers les espèces carnivores. Donc, on finit, là, c'est un écosystème d'un lac. Donc, il y a le zooplancton, ensuite, il y a des petits animaux, etc. Et on finit par les gros poissons. Alors, évidemment, si... une espèce est cannibale, c'est ce qu'on voit tout à droite là, il faut mettre un lien sur le nœud lui-même, ça veut dire qu'il se mange lui-même. Donc ça par exemple, donc typiquement le problème c'est que je vous donne ce réseau avec chaque espèce, maintenant je vous dis voilà pour une raison quelconque, pollution ou je ne sais pas quoi, j'enlève une espèce, est-ce que ce système est stable? Et à cette question-là, personne ne sait répondre vraiment. Donc ça explique aussi pourquoi on joue vraiment aux apprentis sorciers quand on essaye d'introduire une espèce, on en tirer une. Les fondations théoriques de ce problème sont quand même très très discutables. Alors je finis avec un des réseaux les plus importants, ce qui nous concerne, les réseaux neuronaux. Ça, c'est un exemple de réseau. Ici, les nœuds sont des neurones et les liens sont des axones. Alors il se trouve que c'est un réseau qui est assez intéressant parce que, enfin, pour tout un tas de raisons, mais il est dans l'espace tridimensionnel. Il y a beaucoup de réseaux qui sont assez simples, qui sont dans l'espace plan. Ici, les neurones sont dans l'espace et il y a des contraintes spatiales très fortes. Donc on peut se poser des questions. Le volume crânien est assez bien défini. Quel est l'effet des contraintes spatiales sur la structure du réseau neuronal ?
Le fait qu'on a une boîte, on a un volume crânien fini, comment ça impacte sur la structure? Est-ce qu'il faut faire des longs liens, des liens courts, etc. Donc il y a tout ce mélange, ce compromis entre dynamique sur le réseau neuronal et contrainte spatiale, qui est en fait un sujet actif de recherche actuellement. Alors, je vais finir avec les réseaux de transport. Les réseaux de transport, c'est... on emploie le mot réseau tout le temps, mais peut-être qu'on ne se rend pas compte que c'est aussi encore une fois des réseaux. Alors, ils sont très importants, je n'ai pas besoin d'insister, mais pour des problèmes de congestion, de propagation d'épidémies, comme je l'ai dit, et de formation des villes, ce sont des réseaux qui sont vraiment fondamentaux dans nos sociétés. Alors, juste quelques images pour vous montrer. Alors, réseau de transport, ça peut être transport d'individus, de biens, de matières, d'énergie, de plein de choses. Là, il y a un petit exemple biologique en haut à gauche, c'est évidemment la feuille, qui est le réseau de veines des feuilles. C'est un réseau de transport d'eau. Le but du jeu, c'est d'amener de l'eau à certains points dans la feuille. Comment on peut alimenter cette feuille? Au milieu, en haut au milieu, c'est un réseau extrêmement important. Ça, c'est un réseau de transport d'électricité aux États-Unis. Donc voilà un réseau qui lui aussi, comme le réseau neuronal, est spatial, c'est-à-dire qu'il est vraiment plongé dans l'espace. Les nœuds, c'est les centrales nucléaires, les relais, les transformateurs, tous ces trucs. Et les liens, c'est des câbles, c'est les lignes électriques. Et on peut se poser un certain nombre de questions, et la plus importante, c'est la stabilité. Est-ce que ce réseau est stable? Si j'enlève un point, est-ce qu'il va continuer à fonctionner ou pas? Et là, c'est assez amusant non peut-être pas, mais c'est assez intéressant de savoir qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Que ce soit le réseau européen ou français ou le réseau américain, on ne sait pas théoriquement répondre à la question de la stabilité du réseau électrique. En fait, quand on parle à un électrotechnicien, il vous parle même de miracle à chaque fois que vous appuyez l'interrupteur et que ça s'allume. Donc on en est vraiment là, et comprendre la stabilité de ce réseau, c'est d'abord comprendre sa structure, et voilà. Donc ça, c'est vraiment un exemple. Il y a beaucoup de gens qui essayent de travailler là-dessus. C'est vraiment un des sujets qui va devenir très important ces prochaines années. Alors à droite, je passe un peu vite, c'est le réseau des pipelines, donc le transport de gaz. Alors en bas, il y a le réseau des rues. Donc là, j'y reviendrai rapidement. Les réseaux de transport dans une ville, c'est le métro à Tokyo, ça au milieu, et le réseau des lignes aériennes. Donc, ce sont tous des réseaux de transport à différentes échelles. Le réseau des lignes aériennes, j'en parlerai à la fin pour les pandémies, parce que c'est évidemment lui qui est capable de transporter en un temps très rapide un individu infecté d'un point à un autre de la planète. Donc, tout ça sont des réseaux de transport. Alors, je ne résiste pas à parler un peu plus du réseau de routes. Ça, c'est donc les nœuds. Le réseau des routes, c'est un peu particulier. Les nœuds sont les intersections. Donc dès qu'on a une intersection entre deux routes, c'est un nœud. Et les liens, c'est segments de route entre deux intersections consécutives. Et on a de plus en plus de données sur l'évolution de ce réseau. Et là, c'est un exemple ici de Paris, de 1789 à 2010. Alors c'est un exemple particulièrement intéressant. Donc on voit bien le réseau évoluer. Et c'est intéressant parce que 1836, c'est avant Haussmann. Pour ceux qui connaissent, et 1885, c'est après Haussmann. Donc là, on a une occasion unique de voir l'effet de Haussmann, du baron Haussmann et de Napoléon III sur Paris et de manière quantitative. Donc, on irait faire des mesures et caractériser quantitativement des actions de planning urbain. Donc, je voulais vous montrer ça un petit peu, mais c'est aussi le type de données qu'on a de plus en plus, c'est l'évolution dans le temps de ces réseaux, ce qui pose tout un tas de problèmes qui dépasse le cadre de cet exposé, mais comment décrire l'évolution d'un réseau dans le temps, c'est un gros problème et on ne sait pas très bien le faire. Alors pour l'instant, on en est à comment caractériser un grand graphe. On va commencer par ça, et je vais vous montrer deux moyens, ce qu'on fait habituellement, disons, les premières choses qu'on fait quand on a un grand graphe. C'est qu'on va calculer la distance moyenne entre les points, je vais définir ça, et ensuite on regarde la distribution des degrés. J'espère que ce ne sera pas trop indigeste à cette heure-ci, mais bon, on va essayer. Alors, le plus court chemin, d'abord, on va regarder les chemins sur un graphe. Donc regardez, j'ai un graphe là, on a des nœuds, des liens, etc. Et j'ai ces deux points I et J. Et je peux me poser la question, je veux aller de I à J. Alors je peux y aller, j'ai plein de chemins pour y aller. Je peux aller là, comme ça, je peux descendre, ou bien remonter, aller à gauche, etc. Il y a tout un tas de chemins. Mais ce qu'on appelle distance sur un graphe, c'est le plus court chemin. Donc on regarde le chemin le plus court, et là il est en rouge, et si on compte le nombre de liens, c'est 4.
Donc c'est comme ça qu'on définit la distance entre deux points sur un graphe, c'est juste la longueur du plus court chemin entre deux points. Alors on peut même, ce qu'on appelle, ça arrive, on voit ça souvent dans la littérature, le diamètre d'un graphe, c'est donc le plus grand des plus courts chemins. Donc c'est ce qui peut vous arriver de pire dans un graphe, le nombre de sauts qu'il faut faire pour relier un point à un autre. Mais une chose naturelle à faire, c'est au lieu de prendre une paire IJ, on prend toutes les paires possibles. Donc on va faire la moyenne sur toutes les distances. Et si je vous donne la moyenne, ça va vous donner une vague idée si pour aller d'un point à un autre, je vais devoir faire beaucoup de sauts ou peu de sauts. Donc c'est pour ça que le plus court chemin moyen est un bon indicateur si votre graphe si on peut naviguer facilement dessus ou pas. Et surtout, comment ce plus court chemin moyen varie avec le nombre de nœuds. C'est ça le truc important. Alors en fait, cette question a été posée il y a très longtemps par quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle Stanley Milgram, un psychosociologue américain. Et dans les fin des années 60, il a fait une expérience assez amusante qui est de se dire, je vais prendre des gens au hasard et je vais leur dire, envoyez une lettre à tel avocat, monsieur X, qui est avocat à Boston. Si vous ne connaissez pas ce monsieur X à Boston, envoyez la lettre à quelqu'un que vous connaissez et qui peut-être connaîtra monsieur X à Boston. Et par un système ingénieux de lettres, il a pu suivre comme ça combien d'intermédiaires il a fallu pour arriver à ce monsieur X de Boston. Alors il est parti de 100 personnes et il a regardé combien d'intermédiaires il a fallu. Et ce qu'il a trouvé, c'est qu'il a trouvé qu'en moyenne, là, pour cet exemple aux États-Unis, il y avait une distance de 6. Et donc à l'époque, il a appelé ça les 6 degrees of separation, qui a vraiment fait, il y a eu des pièces de théâtre, des films, etc. Et ça a vraiment eu un retentissement énorme, ce résultat, mais ça veut essentiellement dire que c'est très petit. On a des millions de personnes aux États-Unis, il fallait en moyenne 5 ou 6 intermédiaires pour aller d'un individu à un autre. C'est donc vraiment un petit monde. Et donc l'expression de small world est apparue dans ce contexte et essentiellement scientifiquement due à Milgram. Alors, plus généralement, donc là je vais aller un peu vite, mais essentiellement on s'est aperçu que la plupart des réseaux, quand on regardait le nombre de nœuds, la distance moyenne varie comme le log du nombre de nœuds. Donc, typiquement, le log, c'est juste le nombre de chiffres que vous avez à mettre dans votre nombre. Donc 1 million, ça correspond effectivement à 6. Donc c'est très petit, c'est quelque chose qui varie très peu. Si vous multipliez par 2 le nombre de nœuds, la distance moyenne ne changera quasiment pas. Donc c'est une distance vraiment très courte, ça veut dire que d'une certaine manière, c'est très très bien connecté. Donc c'est la première propriété qu'on mesure et qu'on voit très souvent pour de nombreux nœuds. Donc juste pour vous donner une idée, si on a 1 million de nœuds, alors si c'est un petit monde, c'est 6 en moyenne, le plus court chemin. Mais si c'est un réseau régulier du type de celui qui s'est affiché là, ce sera 1000. Donc il faut vraiment... Alors 1000 parce qu'il faut passer par tous les points entre. Donc il y a vraiment une différence radicale entre un réseau régulier comme on peut l'imaginer, comme les rues à Manhattan, ou un petit monde pour lequel la distance est très petite. Alors évidemment, il y a une bonne raison à ça, c'est que là, malheureusement, vous ne voyez pas très bien, mais c'est qu'essentiellement, la plupart des réseaux qu'on voit, et qui sont intéressants, et qui sont des petits mondes, sont formés par des espèces de communautés qui sont assez denses, qui sont bien couplées, où les individus sont bien couplés entre eux, et il y a des liens très longs. Donc par exemple, vous avez vos amis, familles, etc. Donc ça forme un réseau local, disons, bien connecté, et puis vous avez un ami en Australie. Donc tout d'un coup, ça rend le monde tout petit. Donc c'est vraiment en anglais c'est shortcut, mais c'est vraiment ces raccourcis qui font que la plupart de ces graphes sont des petits mondes. Alors c'est ça la première caractérisation. Quand on voit un graphe, on veut mesurer le plus court chemin moyen. En général, on voit qu'il est petit, c'est un petit monde. S'il est grand, on sait que c'est finalement quelque chose qui va ressembler à un réseau régulier. Donc maintenant, on veut avancer un petit peu plus. On va regarder la distribution des degrés. Donc tout d'abord, je vais définir le degré d'un nœud. Dans un graphe, c'est quelque chose de très simple. Imaginez, vous êtes le nœud au centre, et votre degré, c'est simplement le nombre de connexions que vous avez. Donc si c'est un réseau social, c'est le nombre d'amis que vous avez. Donc l'individu au centre, là, il a 8 amis, donc on va dire K, son degré, c'est 8. Et je vais parler, dans ce qui suit, de nœuds très particuliers pour lesquels le nœud est très très élevé.
Et là, on parle de hubs en anglais. Alors, j'ai pas une très bonne traduction en français, je suis désolé, donc je dirais hub. Mais c'est vraiment l'idée du nœud extrêmement connecté qui a plein d'amis dans un réseau social. Donc même si la moyenne des gens ont, je sais pas, ont 10 amis, tout d'un coup, le hub, il a 500 amis. C'est ça qu'on appellerait un hub. Alors, maintenant, on peut mesurer. Donc là, c'est le transparent le plus, plus indigeste peut-être. Quand vous avez votre grand réseau, vous pouvez mesurer tous les degrés de tous les nœuds. Ça vous donne une liste. Bon, chaque nœud a son degré. C'est évidemment pas très utile. Vous avez une longue liste, on ne sait pas quoi en faire. Vous pouvez calculer le degré moyen. C'est une première indication. Vous savez qu'en moyenne, votre réseau social, par exemple, a un degré moyen de 6, c'est-à-dire qu'en moyenne, les gens ont un degré égal à 6. Bon, pas super, c'est une première chose, mais ce n'est pas suffisant. Donc ce qu'on veut, en fait, c'est une caractérisation un peu plus fine du réseau. C'est ça le cœur des réseaux complexes. C'est qu'on veut connaître le nombre de nœuds qui ont un degré donné. Donc par exemple, je voudrais savoir combien de nœuds ont un degré égal à 100. À 2000, à 3000. Donc ça, c'est simplement construire un histogramme. En fait. Ce n de k, ça vous dit simplement, j'ai ce nombre-là de nœuds qui ont un degré k. Et si on le normalise par le nombre total de nœuds, c'est la probabilité que si je prends au hasard un nœud dans mon réseau, il a un degré k. Donc ça vous donne, si je trace la courbe, cette courbe-là, le histogramme, ça vous dit vraiment, voilà, je vais avoir tant de nœuds qui ont ce degré-là, et puis j'ai 3 nœuds qui ont un degré 100, j'en ai un qui a un degré 1000, et puis voilà. Et ça, cette caractérisation, en fait, s'avère essentielle dans ce que je vais raconter, c'est-à-dire comment varie cet histogramme quand les degrés sont très élevés. Autrement dit, quelle est l'abondance quantitative des hubs? Est-ce que j'ai beaucoup de hubs ou j'en ai pas beaucoup? Alors, on peut rendre ça beaucoup plus précis, hein, mais c'est ça l'idée. Est-ce que j'ai beaucoup de hubs ou pas beaucoup? C'est ça qui va distinguer finalement mes deux grandes familles de réseaux. Alors, plus précisément, le premier cas, j'ai très peu de hubs. C'est-à-dire que je regarde le nombre de hubs, ben, j'en ai quasiment pas, c'est extrêmement petit. Ben, ça finalement c'est un réseau assez banal. Et en fait, on pensait jusqu'en 99 que tous les réseaux étaient comme ça. C'est-à-dire qu'on a une moyenne, un degré moyen. Donc, par exemple, si je prends l'exemple du réseau social, la moyenne est 10, mettons. Ben, la plupart des gens vont avoir un degré qui vaudra 12, 15, 8, 7, mais quelque chose qui est raisonnablement écarté de la moyenne. C'est-à-dire qu'on a une espèce de dispersion naturelle, mais pas trop élevée. Et ça, c'est parce qu'en fait, le nombre de hubs est quasiment nul. On n'a pas de hubs dans ce genre de réseau. Et en fait, l'autre famille, et c'est celle qui est intéressante, et c'est en fait celle qui est un peu partout, à notre grande surprise finalement dans la nature, c'est le cas où finalement la probabilité ici décroît très lentement. Ça veut dire qu'on a une probabilité non nulle de trouver un très très gros hub. Autrement dit, je peux me poser la question, la moyenne est toujours 10 dans mon réseau social, et je regarde la probabilité d'avoir un hub qui est 1 degré, 100 ou 1000, et ben elle est non nulle, non négligeable. Et ça veut dire qu'on a, dans ces réseaux-là, on les appelle sans échelle, parce que finalement, si j'ai plein de hubs, la moyenne n'a aucun intérêt. En fait, la moyenne n'a pas toujours de sens. La moyenne statistique a un sens uniquement quand les fluctuations sont faibles. Si les fluctuations sont énormes, votre moyenne, ça ne veut rien dire, en fait. Ça a très peu d'informations. Ben, c'est le cas dans ces réseaux. Vous donnez la moyenne, c'est finalement vous donnez très très peu d'informations. On a une très grande diversité de nœuds, donc ça peut se caractériser plus proprement. Hein. Et en fait, on a plusieurs échelles dans ces réseaux. Alors, en plus, la plupart de ces réseaux, je vous ai donné l'exemple d'Internet, où chacun branche son ordinateur dans son coin, tout un tas d'entreprises se connectent à des routeurs, etc. C'est typiquement un exemple où il n'y a pas de planning centralisé, il n'y a pas quelqu'un qui a décidé de faire le réseau de telle sorte. Donc, ces réseaux sans échelle sont en plus souvent auto-organisés et évoluent constamment, résistent aux attaques. Et c'est pour toutes ces raisons, que je ne détaille pas complètement ici, qu'on les qualifie de réseaux complexes.
C'est ces réseaux-là, qu'on appelle réseaux complexes, qui ne sont donc pas des réseaux bêtes où les fluctuations sont très faibles, mais où on a une très très grande diversité de nœuds. Et ça, le point important, c'est que l'existence de hubs modifie complètement la dynamique de ce qui va se passer sur vos réseaux. Le fait qu'il y ait ces hubs-là fait que le comportement de maladie ou n'importe quoi, ce qu'on va voir, change complètement quand on est sur ces réseaux-là, comparé au premier cas, on a très peu de fluctuations. Donc tout ce qu'on pouvait dire finalement jusqu'en 99 est complètement faux en fait, parce que les gens pensaient que les réseaux étaient très, disons finalement assez homogènes. En fait, ils sont, la plupart des réseaux, alors je vous donne peut-être quelques exemples, mais Internet, le web, des réseaux sociaux, sont dans cette deuxième catégorie des réseaux sans échelle, où les fluctuations sont énormes. Et ça a un impact donc sur tous les processus qui ont lieu sur ces réseaux. Alors, je vais vous donner quelques exemples, comment on peut, essayer de vous donner, d'illustrer un petit peu comment on peut tirer parti et quel est l'impact de la présence de ces hubs. Alors juste rapidement, par exemple, parler de Google, même s'il faudrait plusieurs conférences pour rentrer dans les détails, mais allons-y. Juste dans le principe. Donc encore une fois, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, le web est utile pour chercher de l'information, c'est ce qui va organiser un petit peu ça, mais il faut en plus un moteur de recherche qui nous permet effectivement de se focaliser sur ce qui nous intéresse. Alors au début, les moteurs de recherche classaient les sites selon leur pertinence, c'est toujours ce que Google fait, mais les premiers moteurs de recherche le faisaient sur un critère assez simple, qui était la densité de mots-clés. Donc par exemple, si vous cherchez, je ne sais pas, gastronomie ou n'importe quoi, ils cherchaient les sites où ce mot apparaissait le plus grand nombre de fois dans chaque page. Donc c'était assez facile de tricher et d'avoir un trafic très élevé. Et on voit bien les limites de ce genre de choses. Le moteur de recherche fonctionnait assez mal jusqu'à ce que donc, ces deux étudiants, Larry Page et Sergey Brin, qui sont les patrons de Google, se sont dit non, on va proposer autre chose pour organiser, pour faire un moteur de recherche. On va toujours sur une thématique donnée, donc, imaginez une question, on veut classer les sites en fonction de leur pertinence. Et sur cette thématique-là, ces deux étudiants ont proposé de mesurer, de regarder le nombre de liens entrants sur un site. Alors, plus précisément, imaginez, ça c'est un site qu'on veut évaluer, est-ce qu'il est pertinent pour ma thématique ou pas? On va regarder le nombre de sites qui effectivement renvoient vers ce site. Par exemple, le site bleu a mis l'adresse vers le site vert, parce qu'on suppose que s'il met un hyperlien, c'est parce qu'il trouve ça intéressant. Donc là, on a déjà, c'est pas mal, il y a un site bleu qui nous dit « Ah, ce site vert est intéressant ». On a éventuellement un autre site qui lui aussi renvoie vers ce site vert. Donc là, ça nous donne une première mesure, il y a 2 liens entrants pour le vert. En même temps, le site bleu, lui aussi, il a 2 liens entrants sur cette thématique, c'est-à-dire que lui aussi, il est considéré, il est assez intéressant. C'est une autorité dans son domaine, si vous préférez. Alors je continue, il y a plein d'autres sites. Mais ce qu'a ajouté Larry Page, c'est qu'on ne va pas compter les liens entrants de la même manière. Ce site bleu ciel, lui, il a 4 liens entrants, donc c'est déjà une autorité dans son domaine. Donc s'il renvoie au site vert, c'est que le site vert est vraiment très intéressant. Donc en fait, on va valuer l'influence, les liens entrants par le degré entrant de chaque site. Donc c'est un truc un peu subtil, mais ce qu'on voit ici, c'est qu'on tire parti de la topologie, vraiment de la structure du réseau, pour trouver les sites les plus intéressants. Donc alors, je vous renvoie, il y a le papier qui est pas mal, il y a évidemment une littérature immense là-dessus, mais évidemment, on tombe assez rapidement vers des hubs et des structures de hubs qui sont reliées entre eux, donc il y a tout un tas de discussions théoriques, mais si on n'avait pas de hub, finalement, l'algorithme à la base de Google serait beaucoup moins intéressant. Donc c'est vraiment parce qu'on a une structure hiérarchique avec des hubs très importants qui fait que cet algorithme fonctionne bien. Alors, dans les 5 minutes qui me restent, je vais quand même passer aux épidémies. Alors, tout d'abord, un niveau un peu
à une échelle petite la propagation d'épidémies dans un réseau de contact. Alors qu'est-ce que ça veut dire le réseau de contact? Les nœuds sont des individus et le lien, on met un lien entre deux individus quand un virus a eu la possibilité de se transmettre d'un individu vers l'autre. Donc quand il y a eu contact d'une certaine manière. Donc c'est ça mon réseau de contact. Et donc je vous remontre cet exemple-là. Et en fait, on peut même faire des mesures plus quantitatives. Ça peut vous étonner, mais par exemple, il y a eu des mesures en 2001, mais ça a été refait depuis, sur le réseau des contacts sexuels. Donc on peut se demander, c'est cette fameuse étude qui est parue dans Nature en 2001, on peut se demander quel est le nombre de partenaires, la distribution du nombre de partenaires. Donc votre degré, disons, le degré dans le réseau de contacts sexuels, c'est le nombre de partenaires différents. Et donc on s'aperçoit que ce n'est pas du tout une distribution très piquée, c'est une distribution qui décroît très très lentement. Autrement dit, on a des hubs qui dans ce contexte-là, sont des gens qui ont une activité sexuelle très très élevée, qui ont un nombre de partenaires qui ici va jusqu'à 1000, ces partenaires cumulés. Alors évidemment, ce n'est pas une trop grande surprise pour les gens qui regardaient l'épidémiologie de ce genre de problème. Cette étude a été faite en Suède en plus. Mais les gens qui ont une activité, là, les hubs, sont évidemment les travailleurs du sexe, donc prostituées, etc. Mais on voit bien que du coup, ça va impacter sur la... réseaux importants pour les pandémies, comme les nœuds qui sont les zones urbaines, avec des liens qui sont l'existence de vols directs entre ces zones urbaines. Donc c'est ça le réseau. Et évidemment, alors je passe un peu vite là-dessus, mais donc ça donne ce genre de choses. Donc ça c'est la propagation du SRAS
en 2002-2003. Donc en fait, ça a commencé en 2002 en rouge. Et ça a commencé dans l'Asie du Sud-Est, là vers la Chine, Hong Kong. Mais très rapidement, alors il y a une propagation un peu spatiale, c'est-à-dire qu'on voit que ça s'est propagé en Asie du Sud-Est assez naturellement, comme l'exemple que j'ai sauté rapidement, comme la peste noire qui se propageait, qui se diffusait spatialement. Mais évidemment, il y a des bizarreries, comme très rapidement, quasiment tout au début, on a retrouvé des cas au Canada. Donc il y a un saut comme ça, qui n'est plus du tout spatial, et ça, évidemment, ça justifie l'emploi du réseau des lignes aériennes. Si on a ce genre de saut qu'on ne pouvait pas voir au siècle dernier, c'est parce qu'on a l'avion qui peut transporter des individus infectés. Le modèle qu'on peut faire repose sur le réseau des lignes aériennes. Alors, je vous passe un peu les détails, mais c'est un réseau, cette fois-ci, donc les nœuds sont les aéroports, on met un lien s'il y a des connexions directes, et il y a plusieurs... Alors, c'est un réseau sans échelle. Il y a des hubs, très clairement, des aéroports très très connectés. Et au monde, je crois que c'est Francfort, je crois qu'un degré de l'ordre de 300. Mais on a aussi des populations très hétérogènes. Et puis surtout, le nombre de passagers sur ce réseau varie de 10 à plusieurs millions par an. Donc c'est un réseau qui a plusieurs niveaux d'hétérogénéité, qui est très important de prendre en compte. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise ça dans un modèle. Alors, où on considère, on néglige un peu ce qui se passe dans les villes, et l'épidémie peut se propager dans la ville. Les individus infectés peuvent rencontrer des individus sains et les contaminer. Et puis ensuite, les individus infectés peuvent voyager par ce réseau et transmettre la maladie d'une ville à une autre. Et en fait, ça, ce qu'on appelle le modèle de métapopulation, est à la base de toutes les simulations de propagation de pandémie que vous pouvez voir et qui sont utilisées par le CDC, par l'Organisation mondiale de la santé, etc. C'est ce modèle-là qui est à la base de toutes les simulations, plus ou moins enrichi. Alors voilà le genre d'informations qu'on peut avoir. On peut regarder maintenant quels sont les chemins privilégiés de propagation d'épidémies. Alors là, on voit bien... on voit bien dans le cas du SRAS qui partait de Hong Kong, on voit qu'essentiellement ce sont des trajets assez simples qui vont de hub à hub. Donc ça, ce sont les chemins privilégiés, sauf en Europe. En Europe, où c'est un peu plus compliqué, si vous arrivez à voir là, en fait, le chemin préférentiel de propagation du virus, par exemple pour l'Espagne, c'est via la France et l'Angleterre. Donc il n'y a pas vraiment de propagation directe dans ce cas-là. Il y a des chemins qui peuvent être plus ou moins compliqués, mais c'est ce genre d'outil qui vous permet de cibler et de cibler et d'utiliser au mieux les ressources dans les aéroports. C'est clair que lors de la propagation de pandémie, on n'a pas assez de médecins et de moyens pour regarder tous les passagers qui viennent de toutes les destinations. Donc c'est ce genre d'outils dont on espère un jour qui permettront de mieux cibler les arrivées et de mieux détecter les propagations d'épidémies. Parce que la mauvaise nouvelle, c'est que ce genre de simulation, et ça a été largement confirmé, on peut tester plein de choses. En particulier, on peut tester les restrictions de voyage. On se dit, voilà, on va couper 50% du trafic et on va voir comment ça fait varier l'épidémie. Donc là, si vous arrivez à voir, en fait, là c'est dans différentes zones du monde, c'était un cas un peu d'école, mais en rouge, on ne fait rien, et puis la courbe en noir, pointillée, c'est qu'on réduit de 50% le trafic. Donc essentiellement, ça ne change rien. Et la raison, c'est qu'il y a toujours ces foutus hubs qui permettent finalement au virus de contourner ces obstacles et d'arriver où il veut. Donc essentiellement, le message, là, qui vient vraiment de discussions théoriques sur la propagation de maladies, sur la structure des hubs, etc., le message, c'est que les restrictions de voyage ne servent à rien. Et donc on a tout un tas d'arguments théoriques. Et donc ça, c'est, je trouve, un bel exemple où la physique théorique est partie d'un problème assez abstrait sur la structure des réseaux, la dynamique sur ces réseaux, pour arriver à finalement quelque chose d'assez concret et de pouvoir même dire aux autorités, attention, les restrictions de voyage ne servent à rien. Et d'ailleurs, ça a été entendu en fait. Maintenant, on sait très bien qu'on fermera... Alors, sauf fermer complètement l'aéroport. Mais ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter. Donc c'est un bel exemple, je trouve, de mélange finalement de physique théorique qui part du concret pour aller vers des problèmes théoriques très beaux, très intéressants pour conclure et revenir au concret ensuite. Ce que je voulais essayer de dire ce soir, c'est qu'il y a vraiment deux grandes familles de réseaux. Il faut oublier
les réseaux à faible fluctuation et se dire que tous les nœuds sont à peu près pareils et qu'on a des plus ou moins, des petites variations. Non, il y a des variations dans la plupart des réseaux qu'on peut mesurer. Les variations sont phénoménales. Les degrés peuvent varier sur plusieurs ordres de grandeur. On a des hubs et ça va changer complètement. Ça va changer complètement ce qui va se passer sur ces réseaux, que ce soit propagation d'épidémies, que ce soit comment faire un bon moteur de recherche. Si vous ne prenez pas en compte le fait que vous avez des hubs, que votre réseau est extrêmement hétérogène, vous n'arriverez à rien. C'est vraiment ça le message important. Je vous remercie pour votre attention. Society that stops exploring is a society that stops progressing. This program is the bridge to the future.